Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la première de l'autre son de cloche, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire sur les ondes de Radio Choc. Alors on va se retrouver une fois par mois pour débattre de l'actualité et essayer de vous livrer un autre son de cloche que celui des médias mainstream. Alors nous sommes submergés par l'info, ça va vite. On n'a pas le temps d'analyser ni de comprendre vraiment ce qui se passe. Notre émission va donc essayer d'apporter un éclairage sur les sujets du moment. Alors, pour notre première, on va débattre avec nos invités des événements qui ont secoué la France au début janvier. Je veux bien sûr parler des attentats de Charlie Hebdo. On parlera aussi en général de la liberté d'expression, des effets pervers de ces attentats qui touchent la communauté musulmane en France et aussi au Québec. Avec moi pour discuter donc, dans les studios, Haroun Bouaziz, président de l'association des musulmans des Arabes pour la laïcité au Québec. Bonjour Haroun. Bonjour. Alors, on a beaucoup vu Haroun ces derniers jours dans les médias québécois, parler notamment du cas de cet imam qui a voulu ouvrir son centre religieux. On va parler de ça en fin d'émission, mais on va surtout demander à Haroun ce qu'il pense notamment de la chasse aux sorcières qui a eu lieu en ce moment en France. On le voit, il y a un genre d'hystérie collective qui fait beaucoup de mal à la communauté musulmane. Et il y a une certaine presse québécoise aussi qui essaie d'importer ça au Québec. Donc on va en discuter. Avec nous aussi Fred Dupé. Bonjour Fred. Oui, bonjour, salut les païens. Humoriste, très engagé, hein, on peut le dire de gauche. Il est l'auteur de 2 spectacles, Terroriste blanc d'Amérique et L'ignorance fait plus de victimes que le cancer. Exact. Tout un programme, donc. On va parler avec Fred donc de la liberté d'expression, de ce qu'il pense lui aussi de ces événements de Charlie Hebdo en tant qu'artiste. On aura un troisième invité qui sera avec nous par téléphone. Ce sera Walid Nassef, blogueur au Huffington Post, coordinateur du mouvement québécois musulman contre l'intégrisme et l'islamophobie et spécialiste de la Syrie. Alors pourquoi la Syrie ? Eh bien, ce conflit qui dure depuis plus de 3 ans est étroitement lié avec tout ce qui se passe en France. On va essayer donc de savoir ce qui se passe réellement là-bas et avoir donc un autre son de cloche là aussi. Mais pour commencer l'émission, j'ai un autre invité au téléphone. Alors, vous avez peut-être écouté une de ses vidéos. Il est très actif sur le web et plutôt, on va le dire, est un adepte de la théorie du complot, mais pas que. Alors, je sais pas comment le présenter, il va le faire lui-même. Mais avant de lui parler, on va écouter un petit extrait de l'une de ses vidéos les plus vues. Elle ne parle pas de complot, mais plutôt du paradoxe du monde moderne. On écoute... En fait, on va l'écouter parler. Peut-être que ça va vous dire quelque chose. Peut-être que vous avez déjà vu une de ses vidéos. On va citer ça. Et puis, on va en parler avec lui. Je crois qu'il est au téléphone. Peter, est-ce que tu es avec nous ? Oui, je suis là. Ok. On va écouter un petit bout de ta vidéo. C'est l'une des plus vues, je crois. Et puis, on revient tout de suite, ok ? Parfait. Le paradoxe de notre époque est que nous avons plus de connaissances, mais moins de patience et de tolérance. Des autoroutes plus larges, mais des points de vue plus étroits. On dépense plus, mais on a moins. On achète plus, mais apprécie moins. Nous avons de plus grandes maisons, mais des plus petites familles. Plus de commodités, mais moins de temps. On a plus de diplômes, mais moins de sens. Plus d'éducation, mais moins de jugement. Plus d'experts, mais plus de problèmes. Plus de médicaments, mais moins de bien-être. On boit bien trop, on fume bien trop, on dépense sans réfléchir, puis on ne rit pas assez. On conduit trop vite, on se fâche trop, on se couche trop tard, on se lève trop fatigué, on ne lit pas assez, regarde trop de télé et on ne médite pas assez. Voilà. On va pas voir toute la vidéo, mais vous avez compris le principe. Alors, Peter Moore, bonjour. Oui. Merci. Oui, bonjour à vous, Malik. Bonjour à tous vos invités, à vos auditeurs en même temps. Ok. Déjà, première question à Haroun et à Fred Dupé. Est-ce que vous avez déjà entendu une de ces vidéos ? Est-ce que vous connaissez Moi, j'ai reconnu, effectivement. Tu as reconnu Haroun ? Ok. Fred ? Ça me dit de quoi? Oh Ok. oui, ça me semble que j'ai cliqué là-dessus. Alors, Peter Moore, donc très actif sur les réseaux sociaux, beaucoup de théories du complot, on va dire. Comment tu te définis, toi ? T'es journaliste, t'es quoi ? T'es blogueur ? Je vais dire, je me considère pas tellement dans la théorie du complot pour plusieurs raisons. Pour moi, les théories du complot, c'est par exemple lorsqu'on va parler des sociétés secrètes. Lorsqu'on parle des sociétés secrètes, dans le fond, malgré que
c'est très détaillé. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Ok. Et puis, même si 99% de tout ce qui est dit là-dedans était vrai, s'il y a 1% qui est faux, il y a de fortes chances que la conclusion de tout le raisonnement soit faux aussi. Alors, je ne doute pas tellement l'implication de certaines sociétés secrètes, comme les francs-maçons, les Skull and Bones. Franc-maçon, c'est même plus une société secrète, tout le monde les connaît, c'est assez de... Oui, c'est des sociétés secrètes dans le sens qu'on n'a jamais officiellement su de quoi il est question dans ces meetings-là, si vous voulez. Okay. Dans le fond, c'est les meetings qui sont gardés secrets, puis il y a vraiment un sérieux manque de transparence qui fait que les seules informations qu'on tient sur ces meetings-là, ça vient de oui-dire, de témoins. La plupart du temps sont isolés. C'est un témoin par quelques décennies qui va sortir de ces loges-là et qui va nous faire un témoignage. Mais un témoignage tout seul ne constitue pas une preuve, malheureusement. Okay. Peter, moi, vous remarquerez, la plupart des gens qui vont nous parler des sociétés secrètes, ils vont vous dire, je vais vous amener toutes les preuves, mais en fin de compte, même après des heures à les écouter, on n'a toujours pas les preuves. Enfin, moi, pourquoi je t'ai invité, Peter, désolé de te couper. Oui. En fait, pourquoi? Parce que, bon, là, on va parler de donc, les attentats de Charlie Hebdo et tout ce qui s'ensuit. Toi, par contre, ce qui m'a intéressé, c'est que tu as publié une vidéo où tu dis, en fait, qu'il n'y a pas de complot. En fait, tu crois à la... En fait, alors on parle... Bon, la théorie du complot concernant les attentats, c'était les deux frères qui oublient leur carte d'identité, le rétroviseur qui n'est pas la même couleur. Enfin, on a vu toutes sortes de théories farfelues sortir à quelques heures après les attentats, mais ça, on est maintenant habitué depuis 2001, ou depuis le 11 septembre, où à chaque fois qu'il y a quelque chose, il y a une théorie derrière. Mais toi, paradoxalement, tu as publié une photo où tu dis, OK, ben moi, je crois tout ça. C'est réellement passé, c'est vraiment deux personnes qui ont tué. Enfin, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as changé d'avis ou pourquoi tu n'as pas, on va dire, déversé dans la théorie du complot? Un peu pour la même raison que ce que je vous expliquais. La raison pourquoi moi, je me considère pas comme un théoricien du complot, c'est que je m'attarde pas au complot. La théorie du complot, il faut que ce soit quelque chose de caché. Alors moi, je m'attarde aux choses qui sont avouées. Je m'attarde aux choses qui sont vraiment connues, qu'on a de la documentation officielle les gens qu'on accuse de faire des crimes, leurs propres documents confirment ce qu'on avance sur eux. Alors, c'est plus une théorie de complot, c'est rendu des faits. Moi, je m'attarde là-dessus. Okay. Et puis, quand il arrive une situation comme dans le cas de Charlie Hebdo, je trouve sain que les gens se questionnent. À toutes les fois qu'il arrive des événements, des crises comme ça, si on regarde, c'est l'histoire de l'humanité qui est comme ça, on se rend toujours compte, des années plus tard, qu'il y avait des éléments qui nous manquaient, des conclusions qu'on avait tirées qui étaient fausses. En fin de compte, c'est ridicule de croire, lorsqu'il arrive un événement, que ce soit l'incident du Gulf Tonkin au début de la guerre du Vietnam, que ce soit le 11 septembre, que ce soit le 7 juillet à Londres, ou que ce soit Charlie Hebdo. C'est un petit peu ridicule pour moi de conclure que la version officielle qui est sortie 24 heures, 48 heures après le moment de crise est la version qui va demeurer la vraie. C'est toujours remis en question, ces choses-là. Il y a toujours des choses qu'on apprend plus tard. Je trouve que le 11 septembre, c'est un bel exemple. On apprend de plus en plus avec des documents officiels, justement. C'est plus des théories de complot que l'Arabie saoudite était fortement impliquée dans les attentats du 11 septembre. Encore avant-hier, Radio-Canada a publié un article qui mentionnait 28 pages qui ont été censurées sur la connexion entre les attentats du 11 septembre et l'Arabie saoudite par la CIA, la Pentagone. C'est plus des théories de complot. Quand c'est rendu admis comme ça dans les médias de masse par le Pentagone, c'est rendu des faits. Alors moi, à toutes les fois qu'arrive un événement comme ça, je me questionne et j'analyse objectivement toutes les théories de complot et la version officielle. C'est ce que j'ai fait avec les attentats de Charlie Hebdo. Pour conclure qu'il y a eu complot, je dois avoir des éléments qui sont requis comme sont passés en cours de justice. C'est-à-dire que ça me prend un motif. Il faut que je sois capable de passer le suspect, de le placer sur les lieux du crime au moment du crime, et il faut que je sois capable de le placer sur le lieu du crime avec l'arme du crime. C'est pas facile d'arriver à approuver ou à confirmer une théorie de complot. Dans le cas de Charlie Hebdo, les théories de complot qui circulaient tout immédiatement après, comme quoi ce serait un coup des services secrets, que dans le fond, les visages qu'on nous présentait à la télévision n'avaient rien à voir avec les attentats, ou des choses comme ça. Je vais le questionner, je vais le regarder, mais si je ne suis pas capable d'assembler les éléments de base pour établir une preuve, comme je viens de vous le dire, je ne vais pas conclure à une théorie du complot. Je vais la mettre de côté jusqu'à temps que d'autres éléments viennent
peut-être confirmer la théorie de complot. Mais en attendant, je n'ai pas trouvé ça. OK. En attendant, j'ai trouvé que les éléments étaient faibles. Par exemple, comparé au 11 septembre, je veux dire, c'est fou, là, toutes les cachotteries, le manque de transparence qu'il y a autour du 11 septembre, les failles dans la sécurité, à tous les points de vue. À un moment donné, je trouve que les questions sont très légitimes. Et puis, la théorie du complot, pour moi, elle est toujours en suspens. La vraie théorie du complot autour des éléments du 11 septembre, c'est la version officielle. OK. Merci, Peter. Bon, les gens peuvent te suivre sur Facebook. Je crois que c'est Plot 911, c'est ça? Oui, c'est ça. Ou Peter Moore, en fait, j'avais commencé avec The Plot 9/11, en effet. Mais c'est ça. À propos, moi, de Charlie Hebdo, je veux dire, ce qui arrive, c'est que je ne dis pas qu'il n'y a pas eu complot. La seule chose, c'est que les gens regardent trop bas. Les gens essaient de trouver des complots dans les images vidéo de la scène, dans des choses très, très flagrantes, comme par exemple une exécution d'un policier sur la rue qui aurait été un scénario théâtral. Je trouve ça fou un peu de faire ça. C'est tellement pas nécessaire. C'est là que je trouve que ça manque d'éléments. Merci. Par exemple, désolé de te couper. Vas-y. Si on dit que la théorie du complot va impliquer, par exemple, que les services de renseignement sont impliqués avec les groupes terroristes comme Al-Qaïda, et ça, ce n'est pas des théories de complot, c'est des faits, c'est reconnu. Si on reconnaît ça, est-ce qu'il n'est pas justifiable de se poser la question, est-ce que les services secrets français, la CIA, le Mossad, n'avaient pas intérêt à utiliser une de leurs branches terroristes de Al-Qaïda pour influencer des jeunes à commettre ces crimes en France, pour utiliser ça après ça comme du capital politique, évidemment. Alors, pour moi, cette question-là va demeurer. Merci Peter. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir intervenu. Et puis donc, on va voir avec nos invités sur d'autres points. On va peut-être pas de théorie de complot là, mais on va discuter d'autres points. Merci Peter. Merci à vous, Malek. Au revoir. Merci à tous vos auditeurs. Bonjour. Merci, au revoir. Alors, Haroun? Moi, je voudrais peut-être réagir sur les questions de théorie du complot. Vite. Il y a des choses vraiment, je pense, désolantes autour de théorie de complot. Une des analyses, des grilles d'analyse qui serait importante, c'est des questions d'intérêt. Hein. Au-delà du complot ou pas complot, chaque fois qu'il y a un geste politique, il faut essayer de voir c'est quels intérêts qui sont touchés, que ce soit au niveau local, dans la politique locale ou dans la politique internationale. Or, dans le cas de Charlie Hebdo particulièrement, par exemple, on peut très bien voir que les attentats de Charlie Hebdo vont beaucoup aider le Front National et donc pas aider l'establishment, que ce soit le Parti Socialiste ou l'UMP. Et au niveau international, on voit bien que la France n'a pas besoin d'aucun attentat sur ce terrain moi, je vais me faire pour aller attaquer l'État islamique, étant donné qu'elle est déjà en guerre un peu partout. Moi, je vais me faire l'avocat pour finir, juste vas-y. un truc, et il ne faut pas oublier quand même que ça reste des démocraties. Il y a beaucoup de scandales qui sortent, que l'administration, ça marche avec la paperasse, même les services secrets, et qu'on ne peut pas tout mettre. Le payroll, là, sur les services secrets, là, il devient un peu lourd, là, moi, je trouve. Et il y a une côté de déni qui nous permet de ne pas affronter une réelle situation où on a deux doutes, là, qu'ils ont été assez cinglés pour aller tuer des journalistes, plutôt que d'essayer de comprendre un phénomène, de voir comment on peut le contrer, etc. Ben, on jette tout sur le côté des services secrets, un genre de truc où on n'est pas capable de comprendre ce qui se passe, avec une analyse qui n'est pas très poussée sur une carte d'identité dans une voiture, etc. Et on ne va pas nulle part. Je trouve que ça nous empêche d'avancer et d'essayer de trouver des solutions. Par contre, ce qui n'est pas donc théorie du complot et tout, c'est un peu l'hystérie que ces attentats ont fait. Alors, il y a eu des répercussions un peu incroyables. Je vais vous diffuser un petit passage qui est passé au journal télévisé de France 2, où on voit la chef de l'information de France Télévisions qui parle de repérer ceux qui ne sont pas Charlie. On va écouter ça et on discute tout de suite après. Donc... n'était pas dans la rue hier. Non, Élise, il ne faut pas faire preuve d'angélisme. C'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Ceux qui, dans certains États... Ceux qui ne sont pas Charlie, il faut repérer. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Haroun? Qu'est-ce que ça t'inspire? Évidemment, au-delà du complot, après, il y a comment est-ce qu'on instrumentalise un fait d'un point de vue politique. En France, il y a une réalité, c'est que c'est le déni à l'envers. C'est-à-dire, plutôt que de se dire comment est-ce qu'on a été capable comme société de créer des monstres comme ceux-là,
comment est-ce qu'on a été... c'est des gens qui sont nés en France, qui sont français, qui sont passés par l'école républicaine française, et comment, au lieu de se poser la question tous ensemble en tant que société, comment est-ce qu'on en arrive là, eh ben, on commence à pointer des doigts et ça permet de se libérer totalement de la responsabilité sociale du groupe. Alors évidemment, ces questions « je suis Charlie » ou « je ne suis pas Charlie », ça a été très malhonnête d'un point de vue intellectuel, étant donné qu'on sait bien que la liberté d'expression en France, c'est un des pays qui a le plus de limites, de lignes rouges par rapport à la liberté d'expression. On comprend qu'en France, que par exemple, y a tout ce qui est appel à la haine, qui est tout ce qui est racisme, etc., qui est défini par la loi, alors qu'aux États-Unis, par exemple, le Ku Klux Klan est une association légale. On parle, il y a beaucoup de limites, et tout ce côté où tout d'un coup, on doit tous se sentir tous solidaires et la liberté d'expression, etc. Évidemment qu'il y a des gens qui vont penser que c'est pas honnête, et parce que ça ne l'est pas. Et puis évidemment qu'il y a des gens qui vont se sentir un peu instrumentalisés sous prétexte qu'on doit sortir absolument pour soutenir quelqu'un qui a agressé effectivement les croyances des gens. Ça a été désagréable pour beaucoup de musulmans. Mais en fait, les conséquences, je parle des conséquences dramatiques dans le sens où on voit des enfants de 8 ans se faire embarquer parce qu'ils n'ont pas respecté cette minute de silence. On a vu Najat Vallaud-Belkacem qui propose à ce qu'on mette des cours de médias. Exactement. Ça veut dire on va commencer à brainwasher depuis l'école pour que les gens... Fred, toi, est-ce que tu es Charlie? Si je suis, c'est ça, c'est une question à répondre. Ça a été instrumentalisé, mais oui, à la base, pour des raisons... Oui, je peux dire que je suis Charlie. Je l'ai pas affiché sur les médias sociaux parce que à cause de la récupération, il a suffi de voir la fameuse marche qu'il y a eu peu de temps après les attentats avec Sarkozy qui essaie de se creuser un chemin à travers les dirigeants. Il poussait des femmes, il a quasiment volé une sucette à un enfant. Alors, puis parmi cette marche-là, le seul être vivant qui a respecté l'esprit de Charlie Hebdo et la liberté d'expression, c'est la colombe qui a chié sur l'épaule à Hollande. Pour moi, cette colombe-là était la seule qui n'était pas une imposteur dans toute cette mascarade-là de récupération médiatique. Alors, je remercie beaucoup la colombe et ça me surprend que Richard Martineau, il a pas dit qu'elle faisait l'apologie du terrorisme et qui a proposé à François Hollande de capturer la colombe, de l'interroger et de la fouetter avec un rameau d'olivier. Mais une fois que le choc des attentats est passé, j'ai lu énormément les jours qui ont suivi. J'étais trop sous le choc pour me faire une tête assez pertinente. Mais une fois que ça s'est passé, finalement, j'ai été rassuré. Parce que premièrement, pas tout le monde, mais il y a un gros consensus comme quoi c'était inacceptable comme situation. Déjà là, c'est bien. Et ensuite, c'est le pire attentat en France depuis 20 ans. Le pire en 20 ans. Juste pour un exemple, au Mexique, en 10 ans, il y a 80 journalistes qui ont été assassinés par des narcotrafiquants. Alors, si l'Occident, comparé à n'importe quelle autre partie du monde, on est en paix, on est en sécurité, puis ça va bien. Pour rebondir là-dessus, effectivement, il y a eu une récupération totale. D'ailleurs, les gens qui disent qu'ils ne sont pas Charlie, dans l'extrême majorité aussi, condamnent bien sûr les actes de violence. Le problème, c'est plutôt que Charlie Hebdo, évidemment, avait le droit d'être blasphématoire dans ses... Et c'est un droit acquis en France. Il n'y a personne qui va dire qu'on n'a pas le droit de caricaturer le prophète ou Dieu. C'est pas sérieux. Bon. Et c'est comme si on était en train de se battre pour un droit qu'on a déjà. Une genre pour faire l'analogie avec le Black Lives Matter aux États-Unis, on a eu le White Lives Matter en France, quoi. Ben oui, on est au courant que le White Lives Matter, il y a pas de problème là-dessus. Mais par contre, il y a des énormes inégalités, il y a des choses très graves, il y a des injustices gravissimes au-delà de est-ce que j'ai le droit de dessiner le prophète ou pas, parce que tout le monde sait qu'on a le droit de décider. Et il y a d'autres combats. Et par exemple, un des combats, c'est par exemple de dire, ben moi, l'instrumentalisation de l'école, le manque d'écoute à l'école, c'est-à-dire que l'école qui est censée, d'après la philosophie républicaine, inculquer l'esprit critique, etc. Si tu as des enfants de 8 ans qui disent ben moi je suis d'accord avec les terroristes parce qu'il a fait du mal à mon prophète, c'est justement l'endroit pour ouvrir ce dialogue, pour essayer de comprendre et désamorcer cette bombe. Il y a une bombe sociale aujourd'hui en France et on n'est pas capable de la désamorcer parce qu'on est sourd. On ne veut pas l'écouter, on préfère la mettre en prison même à partir de l'âge de 8 ans. Tout à l'heure, voilà. En fait, eux, ils veulent maintenant instrumentaliser ça, mais de ramener ça vers
faire l'État vraiment dicter une pensée. On va rediscuter, mais ces attentats, donc ces jeunes de banlieue qui ont été embrigadés, et ils ont été inspirés par ce qui se passe en Syrie. Les djihadistes en Syrie, puis maintenant avec Daesh en Irak. Alors en fait, c'est la pépinière, c'est là d'où vient un peu tous ces djihadistes et tout. Donc on va essayer de comprendre ce qui se passe en Syrie, parce que c'est une guerre qui dure à peu près 3 ans, c'est des milliers de morts. Qu'est-ce qui se passe en Syrie? On a avec nous Walid. Alors, oui, salut. Bonjour Walid. Ça va bien, ça va Aaron, ça va Alhamdoulilah, comment tu vas? Merci. Bien, merci. Merci d'accepter avec nous. Alors toi, tu es un peu le spécialiste de la Syrie. Raconte-nous, je crois que tu as des contacts là-bas, tu as des amis en Syrie, c'est ça? Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que depuis 3 ans, est-ce que c'est une révolte? 4 ans, oui, 4 ans déjà, ça s'appelle 4 ans. Est-ce qu'il y a une révolte? Est-ce que on sait maintenant que les rebelles, c'est des terroristes, c'est des djihadistes et tout. Qu'est-ce qui se passe réellement? Comment ça se fait que Bachar el-Assad soit toujours là-bas? Est-ce que le peuple le soutient? Est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur la situation? Oui, déjà, c'est le président Bachar el-Assad. Il faut dire que c'est le président légitime de la Syrie. En fait, il faut comprendre que les politiques qu'il a menées depuis 2000, c'est des politiques néolibérales et donc qui ont été axées sur le marché, mais ce qui se passe, c'est que ça a été un fiasco par rapport à la transparence, l'inefficacité, et donc ça n'a pas tenu compte du volet social de la répartition de la richesse, ce qui a créé une frustration. Et auparavant, les richesses étaient contrôlées par l'État. Avec l'arrivée de Bachar el-Assad, il a essayé de donner un peu à tout le monde, surtout aux sunnites d'Alep, aux sunnites un peu partout. Son père, lui, il a fait la réforme agraire, donc il a donné aux agriculteurs, donc ça a créé un petit peu des frustrations un peu par-ci par-là. Donc il y avait un vrai malaise de la population. Là, ce qui se passe en fait, c'est que les contestations du ce qu'on dit le printemps arabe avaient touché quelques localités. Le conflit opposant le régime syrien aux militants islamistes qui sont téléguidés de l'étranger s'est dégénéré en guerre contre la souveraineté syrienne, et ce n'est pas une guerre civile. Parce que quand on a des pays qui livrent des armements, qui livrent des djihadistes partout dans le monde, on ne peut pas appeler ça une guerre civile. Mais c'est ça, en fait, c'est l'Occident qui a alimenté ces groupes pendant à peu près depuis 4 ans. Pas seulement l'Occident, mais je dirais que ce sont les pays limitrophes, des pays comme la Jordanie, la Turquie, l'Arabie Saoudite, et d'ailleurs la Jordanie maintenant qui sont en train de chialer pour la mort d'un seul homme. C'est le roi qui avait incité à cette clivage sunnite chiite. Dans une conférence à Davos où il a menacé tout le monde sunnite d'une vague chiite. Alors vous comprenez, on allume le feu puis on essaie de l'allumer quand on se brûle. À ton avis, comment ce conflit va se terminer? Est-ce que on sait que Israël veut la peau à tout prix de Bachar el-Assad? On sait qu'elle bombarde aussi les positions syriennes et tout. À ton avis, comment que ça va se finir? Est-ce que Bachar el-Assad va devoir quitter? Est-ce qu'on va lui faire comme Saddam Hussein? Comment ça va? En fait, non, je pense pas que ça va finir comme Saddam Hussein ni comme Kadhafi. À mon avis, j'espère que ça finirait pas comme ça, parce que c'est quand même Bachar el-Assad a quand même une base populaire, que ce soit au niveau des sunnites, qui maintenant sont beaucoup plus pro-régime que les alaouites, parce que les alaouites, ils sont quand même ils ont donné beaucoup, mais ils reçoivent moins par rapport aux sunnites qui ne donnent rien, et justement le régime ne veut pas tomber dans cette confessionnalisation. Mais moi, je veux revenir en 1982, où la revue de l'Organisation sioniste mondiale qui est venue me publier sous le titre « Une stratégie pour Israël dans la décennie 80 ». Donc, une journaliste qui exposait comment Israël devrait favoriser l'éclatement des pays arabes sur des bases confessionnelles ou ethniques. Et c'est pour ça qu'on voit Israël maintenant qui fournit de l'aide à Jabhat el-Nusra, qui est quand même Al-Qaïda en Syrie. Donc, c'est un peu là où on voit la contradiction.
C'est ça, en fait, c'est ce qu'on rappelle que rappelons que les djihadistes du Front Al-Nosra, branche syrienne d'Al-Qaïda, sont maintenant totalement alliés à Israël. C'est ça, et en fait, l'aviation, comme je disais, et l'artillerie israélienne soutiennent chaque jour des attaques de Nosra contre l'armée syrienne. C'est ça, mais surtout dans les plaines du Golan qui sont occupées par Israël, c'est surtout là où ils reçoivent de l'aide et ça passe par Israël ou ça passe par la Jordanie. Et donc là, moi, ce que je pense, c'est que tu demandes comment ça va finir. Moi, je sais pas si ça va finir un jour en paix, mais ça va finir par l'éclatement de la Syrie, ça va finir par l'éclatement de tout le Moyen-Orient. D'ailleurs, une journaliste, Robin White, qui n'était pas la seule à planifier l'éclatement du Moyen-Orient, mais qui disait qu'en fait, le nouvel ordre du Moyen-Orient, c'est plusieurs petits États à base confessionnelle ou ethnique, et qui seront peut-être riches, mais très divisés. Donc, on va revenir au jour de la Jahiliya. D'accord. Bah, Comment vivent les Syriens? Moi, la question que je me pose, elle est peut-être très basique, mais l'économie, c'est un pays en guerre. Comment les gens arrivent à vivre? Est-ce qu'il y a une économie? Est-ce qu'il y a un embargo dessus? Comment? L'économie dans un pays de guerre, elle est à plat. Donc, c'est du chômage, c'est la famine, c'est tout. Donc, il faut pas s'étonner que la Syrie, tout ce qu'elle dépense maintenant, c'est du blé et l'armement. C'est vraiment ça. Après, c'est des petits investissements par-ci, par-là pour montrer que l'État est toujours là. C'est les soins aux handicapés, aux familles des martyrs, bien sûr, dans les zones loyalistes. Donc, c'est un peu ça, mais moi, ce que je dirais que est-ce que la Syrie va s'en sortir après? Je pense que ça va lui prendre une trentaine ou quarantaine d'années pour arriver là où elle était en 2007 ou en 2011, et c'est malheureux. Parce que la Syrie, c'est quand même le seul pays de la région qui était autosuffisant au niveau du blé et certains denrées, justement à cause de la réforme agraire pas Bachar, mais de son père Hafez el-Assad, qui a fait énormément d'investissements au niveau de l'agriculture, justement pour éviter de tomber dans la famine ou pour nourrir son peuple, en fait. Mais là, malheureusement, c'est tout noir. Moi, quand je parle aux gens là-bas, c'est tout noir. Les gens, tout ce qu'ils veulent, c'est finir la guerre, c'est tout ce qu'ils veulent, c'est revenir à ce qu'ils étaient avant. Et malheureusement, c'est pas demain. Là, avec l'Arabie Saoudite, avec la mort du roi, on ne sait pas quel virage va prendre. On sait que le Qatar et la Turquie ils veulent descendre ce régime. Est-ce que l'Arabie Saoudite va suivre ou pas? On verra. Mais en tout cas, pour les pays de l'Occident, ils changent vraiment de tactique, même s'ils disent ne pas vouloir collaborer, mais en dessous de la table, ils collaborent. Ok. Bah, très bien. Merci Walid. Je t'en prie. Merci pour ces éclaircissements. Grosso modo, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Merci d'avoir intervenu. Merci. On va se retrouver dans quelques minutes. On va faire une petite pause musicale et puis on revient avec Haroun et Fred pour continuer à discuter, à débattre de ces attentats. Car votre récompense sera grande dans le ciel. Moi je suis Raskar Kapak et je t'attaque avec mon mag. La vie une chose trappe, pas de quartier quand les lyrics frappent. Mon sourire te glace comme un clic-clac qui grince. Là qui revient mince, tous les mardis pour te serrer la pince. Donne-moi le courage d'aller bouffer tous les nuages. Écoute mon cœur, écoute la rage, écoute ce texte en propophage. Écoute ce mec qui vote réac, écoute cette mère seule qui craque. Écoute le cri des animaux quand on les enfouit dans un sac. On revient fier, tapis dans l'ombre pendant des millénaires. C'est pour monter clair comme le DF ou le nucléaire. Alors ferme ta gueule, les argémionnes marchent seuls. Pas de meuf, pas de taf, pas de bouffe, c'est bien casse-gueule. Je me calmerai jamais, j'en ai trop gros sur la patate. Je coupe les pattes, tes pattes, encore donner des coups de savate. Et c'est l'hypocrisie totale, peu d'espoir que ça dérange. C'est la partie générale, peu d'espoir que les gens changent. Mais stupéflip vite,
est en toi qui se cause. Dans ton fort intérieur, y a un enfant qui pleure. Toi tu te sens plus, lui il se sent mal. Tu l'as séquestré, bâillonné, ligoté. Tu reconnais le petit gars qui est en toi. Le ptio, la ptiote qui chiale dans le fond, c'est toi. Tu préfères te cacher, faire le steak haché. Sous vide, t'as du mal à respirer. C'est toi là-haut, dans la cour des grands, qui fait semblant. Coque le fanfaron, la pétale qui tourne en rond. Tu crois gérer, mais t'es mal digéré. Il est où le ptio que t'étais? Il est mort le ptio que t'étais. Un stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip. Le truc est vivant dans les têtes, même s'il est cramé dans les fnacs. Tu l'as séquestré, bâillonné, ligoté. Un stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip. Le truc est vivant dans les têtes, même s'il est cramé dans les fnacs. Tu l'as séquestré, bâillonné, ligoté. Je ne casse pas, je ne me marre pas, je n'espère pas. J'observe les autres qui partent en couille ou en chie pour la table. Je viens pas me juger, je fais ce que je peux avec ce que j'ai, grand. C'est pas le carnaval des enfoirés ni Augustin le Grand. 4 par 4, je découpe mes rêves avec un cimetière. Moi les petits chats, tous les espoirs avec un lance-pierre. Mais d'où j'ai pas fait tous les trucs que j'aurais dû faire. J'ai fait mes 60 prières par terre dans la poudrière. Full sentimental, j'étais souvent cherché. Mais où es-tu? Où sont les utopies? Où sont les éveillés? Où sont les belles dames, les belles âmes? Où sont les cérébrés? Ras-le-bol d'être tout seul, je suis fatigué d'expliquer. Utopiste debout, j'ai des lyrics en stock. Et si plus personne comprend, je m'exile à péta ou schnock. Alors laisse-moi triper l'esprit, ou non Marie, non. Je suis pas cet esclave qui attend le week-end pour s'enfuir. Un stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip. Le truc est vivant dans les têtes, même s'il est cramé dans les fnacs. Tu l'as séquestré, bâillonné, ligoté. Un stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip vite, stupéflip. Le truc est vivant dans les têtes, même s'il est cramé dans les fnacs. Tu l'as séquestré, bâillonné, ligoté. C'était Stupéflip. Et le titre, c'est Stupéflip vite, Fred. Toi qui me demandais... Je vais aller l'acheter. Je vais aller me la downloader légalement. L'acheter. Ah non, tu downloades pas illégalement, toi Ça dépend quelle musique, là, tu sais. Ça dépend quelle musique, mais les rappeurs, tu sais, relativement underground, je sais. Comme Kenny Arcana, je les ai achetés, ces albums. Je les ai achetés. Je l'aime bien. Alors, pour revenir un peu au sujet, on parlait de la dérive, en fait, de ces attentats. De la dérive un des exemples... Mais des syllabes. Oui, mais c'est difficile. C'est la première, donc c'est ça. J'essaie de tout faire en même temps. T'es super bon, je te vois aller, là. Ouais, bon, merci. Alors oui, je disais, on a vu une famille musulmane qui a vu ses enfants placés à la DAS. Je ne sais pas si tu as entendu parler de cette affaire, Haroun. Est-ce que tu en as... Je me rappelle pas des détails, mais effectivement, j'avais vu qu'ils avaient menacé, en tout cas, de mettre les enfants à la DAS. En fait, ils n'ont pas menacé, ils les ont pris. Ils leur ont pris leurs enfants. Pourquoi? Parce que y a eu des plaintes contre le père qui était dit extrémiste ou des choses comme ça. Donc, on voit que ça part loin. Est-ce que vous... Attends un petit peu, quand vous mettez les enfants où? À la DAS. À la DAS, en fait, au service des enfants. La DAS, c'est en France. Je ne sais plus comment on pourrait traduire ça en québécois. Là où on place les enfants quand on La veut. DPJ. Voilà, okay. Exactement. En fait, c'est ça, la DPJ, on leur a enlevé leurs enfants parce qu'il y a eu des plaintes contre le papa. Donc, vous, est-ce que vous pensez qu'on pourrait arriver ça au Québec? Pour l'instant, non. Hein. C'est vraiment, il faut quand même se rappeler que le Québec, c'est très loin d'être la France. Et puis aussi que le Québec, c'est aussi l'Amérique du Nord. Hein. On a beau être francophone, effectivement, on a notre particularité. On ne peut pas se permettre d'être aussi agressif contre les droits de la personne. Moi, j'aime bien dire que la France, c'est le pays des droits de l'homme et pas celui de la femme. Et puis, c'est celui surtout du droit de l'homme blanc. Et dès qu'on est un peu bronzé, ça marche mal. Pourquoi je dis le Québec? Parce que j'ai vu, par exemple, en fait, j'ai remarqué dans les médias québécois un mouvement, par exemple, le JDM qui publie un article sur la violence conjugale sur fond de Coran. Ça, c'était le titre c'est complètement hallucinant. En fait, c'est simplement un homme qui est violent avec sa femme. Donc, ils utilisent... En fait, il faut savoir qu'il y a des milliers de femmes qui sont victimes de violences conjugales. Mais on ne parle... Y compris chez les musulmans. Voilà. Le JDM, effectivement, il est il se donne à fond, là, en ce moment. Il y avait un autre article qui était titré « Il menace d'égorger sa femme comme un mouton ».
Oui. Et quand on voit l'intérieur de l'article, la conclusion, c'est la femme qui explique que quand il boit trop d'alcool, son mari il se met à la frapper. Ok. Alors c'est sûr que pour un islamiste radical, ça le fait mal que c'est en fait un alcoolique, là, et que ça aurait été bien de centrer le problème peut-être sur des questions d'alcoolémie plutôt que sur des questions d'égorgement de moutons. Ah, c'est intéressant. Donc il y a comme une recherche actuellement hein, dans ce journal-là. J'ai même vu aussi un truc sur la violence faite aux enfants, où pareil, bon, la personne, elle est d'origine musulmane, il y avait écrit dans le journal de Montréal. C'est une origine, bien sûr. Je ne savais pas que la... Ah, le pays? Ouais, Oh, la musulmanie, c'est ça. c'est ça. Ah! Il s'adresse à l'oreille. Ouais, bon. Mais ça, c'est intéressant, le sujet que vous abordez, parce que on voit que la liberté d'expression n'est pas seulement malmenée dans un scénario à la George Orwell de 1984. Là, on tombe, avec les exemples très pertinents que vous avez dit du Journal de Montréal, on tombe plus dans un scénario de Andrew Huxley, je pense que je vais même prononcer son prénom, mais Huxley, comme quoi que nous vivons dans ce qui nous tue. On n'a pas besoin de censurer et de bâillonner, mais plutôt de se soumettre à la loi du marché de l'offre et à la demande. Et là, ce qui fait vendre, c'est le mot intégriste, le mot islam, tout ça dans un même amalgame. Alors là, la moindre petit détail, on va faire des raccourcis, on va plugger ces mots-là dans nos titres. Fait que c'est pas nécessairement des mensonges, mais c'est des raccourcis intellectuels qui finalement provoquent des faussetés. Fait qu'on voit une autre forme de mise à mort de la liberté d'expression quand nous vivons dans ce qui nous tue, à la Huxley en fait. Mais Aaron, toi qui es donc vraiment dans le premier plan médiatique, quand tu vois que la presse essaie vraiment de créer un malaise qui n'existe pas avec la communauté musulmane, il y a un autre article aussi que j'avais vu sur l'Huffington Post qui parlait de la salle des prières pour la STM. Ouais. Je veux dire, c'est voilà. Qu'est-ce qu'on s'en crisse? Exactement. Donc Qu'est-ce qu'on s'en crisse de la salle de... Non mais sérieusement, qu'est-ce qu'on s'en tabarnak? Parce que vraiment, tu regardes le truc, t'as un hangar de la STM, le dude, il a 2 mètres carrés pour pouvoir faire sa prière. Qu'est-ce qu'on s'en tabarnak? Franchement, comment est-ce qu'on ose faire même une information avec ce genre de truc? C'était en première partout, hein. C'était dans la presse, c'était dans Radio-Canada, c'était partout aujourd'hui. Mario Dumont nous a expliqué, nous a parlé d'accommodement raisonnable, etc. Ben ouais, s'il y a 2 mètres carrés quelque part qu'on n'utilise pas et que quelqu'un veut faire sa prière demain, c'est justement ça, un accommodement raisonnable. Le mot-clé, c'est raisonnable et c'est pas la fin du monde. Et vraiment, effectivement, on est tanné là. Est-ce qu'on essaie de créer un ennemi en fait? Pourquoi les médias ou je sais pas qui veulent absolument que le peuple québécois ait un problème avec ces Le problème, excuse-moi, le problème des musulmans, si j'ose dire, ils sont rassembleurs. Hein. On a rassemblé plein de monde contre nous. Et c'est assez problématique là-dessus. Hein. Il y a effectivement d'abord des questions de politique internationale où c'est très aujourd'hui important d'avoir un ennemi, effectivement, étant donné qu'on est en train de bombarder. On fait partie de l'OTAN au Canada, hein, donc on a bombardé au Mali, on a bombardé évidemment aujourd'hui en Irak, en Afghanistan, au Libye. Je veux dire, il va falloir évidemment que le peuple québécois et puis les peuples canadiens acceptent un truc aussi dégueulasse. D'un côté, et à l'interne, évidemment, il y a aussi des enjeux politiques locaux, et puis qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? Ça peut faire gagner des élections un peu partout dans le monde, mais y compris au Québec. On a vu l'ADQ à l'époque, en 2007, qui a réussi à devenir deuxième opposition à partir de rien, juste en faisant campagne sur des questions d'accommodement raisonnable, alors que, pour rappeler les chiffres, et je conclurai là-dessus, parce que sinon je vais trop m'étaler, mais il y a eu 5800 demandes, plaintes à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Un accommodement raisonnable, c'est une décision de justice. Hein. Donc, il y a eu 5800 plaintes de 2000 à 2005 sur 6 ans. Sur ces 5800 plaintes, il y en avait 85 pour raisons religieuses, donc 2%. Et sur les 85, il y en avait un tiers qui étaient des demandes d'accommodement raisonnable parce que les autres, ça pouvait être de la discrimination ou autre chose. Dans 16 chrétiens, 8 musulmans et 6 juifs sur 6 ans. Et on a réussi à devenir la deuxième opposition en faisant campagne sur les accommodements raisonnables. Tu regardes la scène, tu dis waouh,
C'est effrayant et ça marche. Évidemment, avec tout ce qu'on voit à la télé. L'autre chose aussi, c'est que du côté des musulmans, il y a un côté de déni où, effectivement, on préfère ne plus voir qu'il y a aussi des problèmes du côté, évidemment, des communautés musulmanes. Et on se retrouve à se retrancher de chaque côté, à ne plus dialoguer. Et là, je vois mal, si on n'arrive pas à réinstaurer le dialogue pour construire quelque chose de positif des deux côtés, comment on va pouvoir construire quelque chose et se sortir de cet engrenage qui n'est pas vraiment... qui est pas facile à désamorcer, honnêtement. Moi, j'aimerais revenir sur la question de la liberté d'expression. On a vu en France donc, qui est elle est malmenée. J'entends par là, par exemple, avec le cas de Dieudonné. Fred, toi qui es donc humoriste, il a balancé la phrase « Je suis Charlie Koulibaly ». Je ne sais pas si tu connais l'affaire. Oui, je suis allé voir aussi ses explications sur son site internet Kennel Plus. Alors, oui, je suis allé voir ses explications. Et puis, qu'on soit d'accord ou pas avec les propos de Dieudonné, moi, je trouve ça quand même assez anormal qu'on se serve d'un comique, comme d'un paratonnerre à une haine. Je trouve qu'on met beaucoup quand les politiciens s'en mêlent, puis on a le droit de critiquer Dieudonné, puis là, je défends même pas les propos, je fais juste dire pourquoi qu'un simple comique est ajouté comme un paratonnerre avec le pouvoir. C'est comme si le pouvoir s'en servait pour avoir l'impression d'être fort, prendre les choses en main, puis de mettre ses culottes. Fait que je trouve qu'il est instrumentalisé, Dieudonné, puis ça occupe beaucoup trop de place dans l'actualité. Puis en plus, quand tu écoutes ses explications, bon, il se voulait un trait d'union, il voulait être... Dieudonné, il dit, il est anti-tout, alors il était anti-Charlie, il était anti-Koulibaly, il voulait pas subir l'instrumentalisation de « Je suis Charlie », alors ça a été pour ça qu'il a mis Koulibaly. Bon, qu'on soit d'accord ou pas, arrêtons de se servir de simples comiques comme de paratonnerres. On a vu que le Conseil d'État a donné raison à Dieudonné hier. Ouais. En fait, parce que l'année dernière, il y a un an pratiquement jour pour jour, son spectacle était interdit par le Conseil d'État. Le mur. Oui, exactement. Ils ont refait la même chose, ils ont essayé de l'interdire, mais cette fois-ci, le Conseil d'État a donné raison à Dieudonné. Donc, on ne sait pas si c'est un soubresaut de la justice qui a... Parce qu'on se le dit, c'est Manuel Valls, le Premier ministre français, qui chapeaute toute cette opération, qui essaie donc d'interdire Dieudonné de s'exprimer. On a vu que Dieudonné n'a pas réussi à venir ici au Québec il y a 3 ans. Ouais, j'avais des billets pour ce spectacle-là. C'est ça, tout le monde avait des billets. C'était le spectacle « Rendez-nous Jésus ». C'est ça. Est-ce que tu penses que le Québec se francécise un peu dans ça? Si Dieudonné, même si moi j'avais vu les réactions des humoristes à cette époque-là, ils étaient vraiment... aucun rapport avec la France, où c'était très nuancé, mais quand même, Dieudonné n'a pas pu venir se produire au Québec. Est-ce que pour toi, c'est un signal d'alarme ou... Oui, ben signal d'alarme oui, ben c'est une dérive qu'on doit se questionner. Pourquoi c'est arrivé de pas que ça se reproduise pas? Je pense qu'au lieu de censurer, de bâillonner, on devrait plutôt mettre des cours d'autodéfense intellectuelle, comme disait Noam Chomsky, parce que ça l'a jamais aidé aucune cause de simplement censurer puis d'empêcher. Au contraire, ça rend la chose soit plus démoniaque que ce l'est pour les gens qui la critiquent, ou ben non, ça attise une curiosité malsaine pour d'autres gens qui s'y intéressent beaucoup. Alors, laissons-le s'exprimer, produire. Là, j'ai dérivé, je parle pas juste de Dieudonné. Mais ensuite, parlons-en, puis donnons aux citoyens les capacités mentales de pouvoir... parce que, comme disait Gilles Groult, je vis dans une société qui me donne pas les moyens, les outils nécessaires de vivre une vie intelligente. Puis il nous manque beaucoup de ça. Il suffit de voir les gens. Il y a combien d'articles de journal satirique sont pris pour des véritables nouvelles. Il y a eu une émission de télé à Télé-Québec dernièrement où Joël Legendre organisait des combats de chiens. C'est une émission humoristique, des faux documentaires, et une grosse partie de la population qui regardait ça pensait que c'était pour vrai. Alors, je pense qu'on manque de cours d'autodéfense intellectuelle. Au lieu de censurer, faisons des katas mentales. Bravo. Oui, absolument. Il faut nous laisser des espaces de débat où la parole contradictoire a sa place.
C'est-à-dire que s'il y a des gens qui ont vraiment des paroles dégoûtantes, là, qu'on les exclut du débat public, on est en train de créer des bombes à retardement. On ne sait pas ce qui va se créer. C'est des gens qui deviennent sectaires dans leur manière de réfléchir. Et comme ils n'affrontent pas, comme on n'oxygène pas ces idées-là à l'oxygène de la société et du débat public, en fin de compte, ça commence à sentir le moisi et on ne sait pas ce que ça va devenir. Et donc, et puis pour revenir aux musulmans, on a vu par exemple cette semaine, pour revenir à notre actualité. C'est ce que j'allais te dire, c'est la transition parfaite. On allait parler de l'imam Chaoui qui a finalement été interdit. Donc on a fait tout un ramdam pour cette personne qui était complètement inconnue il y a quelques jours et qui va le redevenir. Mais toi, Haroun, tu as été partout dans les plateaux télé pour, non pas défendre l'imam, mais pour défendre la liberté d'expression de cet imam. Vas-y. Alors évidemment, je commence par dire, vu que j'ai un nom exotique, il y a toujours un doute, là, je commence par dire que couper des mains, et puis je suis pas homophobe, etc. C'est ça, exactement, il faut montrer un pas de blanche. Et donc, et puis effectivement, ce qu'il dit peut être cave, mais pas à peu près, là. Mais ayant dit ça, je pense qu'on a franchi un stade qui est assez dangereux pour nos démocraties, où, en fin de compte, cette personne-là semble être légale dans ce qu'elle dit. Et il ne semble pas y avoir un appel explicite à la haine, et sinon il serait déjà attaqué en justice. Et donc on a utilisé un artifice qui a juste par rapport, qui est une question de zonage sur des trucs de centres culturels. Donc un truc qui a juste par rapport avec les choses qu'on lui reproche, pour pouvoir l'empêcher de parler. Et donc ça, c'est un précédent, et je pense que sur les questions de principes démocratiques aussi forts que la liberté d'expression, aussi forts que l'égalité devant la loi, que la citoyenneté, il y a une dérive qui est dangereuse. Alors évidemment, en plus, on pense qu'elle est très contre-productive, parce que évidemment, cette personne-là peut s'installer ailleurs, et puis même peut décider de prêcher à l'intérieur de son salon, et on ne va pas du tout savoir ce qu'il dit, il ne va pas pouvoir justement exposer ces idées-là à la société pour qu'on dise que couper des mains, nous on n'est pas d'accord, etc., etc. Et donc, il faut pas non plus diaboliser ces personnes-là. Donc, il va falloir réussir à comprendre. C'est difficile, mais il va falloir réussir à comprendre. Moi, dans une autre vie, là, j'ai beaucoup traîné avec des anarchistes. Et puis, je peux vous dire qu'il y a des choses qui sont vraiment radicales qui peuvent sortir de la bouche de ces gens-là. Il y a aussi, on peut entendre des choses très, très violentes dans le débat. Et je pense que c'est pas mauvais. Moi, j'ai entendu, par exemple, un bon ami à moi, quand j'étais à Polytechnique, qui était souverainiste, qui me disait, moi, les anglos, là, je les mets tous dans un quartier et puis je flotte tout ça et hop, on n'en parle plus. Un génocide, je veux dire, c'est ça, c'est ça. Bon, évidemment, le gars, il allait tuer personne. Évidemment qu'il allait tuer personne. Il est devenu ingénieur aujourd'hui, travaille en sécurité. Et c'est pas la question là. Mais je pense que cette parole-là, qui est très très agressive, existe. Elle existe pour tout le monde. Elle est, je pense, inacceptable en tant que telle, en tant qu'idée. Mais pour réussir à la contrer, il faut la laisser s'exprimer. Et pas faire de lien avec la souveraineté du Québec et l'indépendance du Québec. Ça, c'est des propos d'un taré qui n'a rien à voir avec l'indépendance du Québec. Exactement, évidemment. Alors, il ne faut surtout pas généraliser, évidemment, là. Et d'ailleurs, sur les questions à l'université, sans vouloir généraliser non plus, mais les personnes les plus intelligentes que j'ai rencontrées étaient toutes souverainistes, là. Voilà. Je suis indépendantiste, alors merci du compliment. C'est très gentil. Moi, la question que je me pose, c'est qui a créé cette polémique, en fait? D'où c'est sorti? Est-ce que c'était la presse? Moi, personnellement, je ne sais pas, je n'ai pas suivi l'affaire, mais la question, c'est intéressant de se poser. C'est pourquoi essayer de créer ces malaises, on se disait, pour manipuler la population. Ça revient un peu à ce que je disais tantôt par rapport à la loi du marché de l'offre et la demande. Là, c'est à la mode, fait qu'on va prendre n'importe quel truc qui peut attiser les passions et les traiter de façon anti-intellectuelle. Parce que là, on a juste à taguer ou buriner comme on le fait avec du bétail en pointant du doigt radical intégriste, et là, ça coupe toute forme de réflexion. Et voilà, il est casé dans une case. Mais moi, il a fallu que je fasse quand même une bonne recherche Internet pour savoir qu'est-ce que cet homme-là avait dit. Dans plusieurs articles, il dit que c'est un intégriste qui a des propos d'intégriste. Puis je fais OK, mais c'est quoi les propos? Puis je suis sûr, la majorité des gens leur demandent qu'est-ce qu'il a dit cet homme-là, puis ils le savent pas. Et évidemment, c'est rassurant, les gens ont condamné ces mots sur l'homophobie, comme quoi qu'il fallait couper la main des voleurs, et sur les femmes. Puis j'ai fait OK.
critiquons ces propos-là, mais il y a d'autres sphères de la société qui ont les mêmes propos aussi pires et qui sont des Blancs catholiques caucasiens. Le maire de Louisville qui parle de ramener la peine de mort. Le Parti conservateur du Canada qui ont des propos misogynes à longueur d'année. Le maire Jean Tremblay du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui impose une théocratie et la prière catholique à l'hôtel de ville du Saguenay. Et Radio X qui depuis des années ont des propos dans la même veine depuis des années. Alors, ne soyons pas hypocrites. Condamnons, oui, l'imam, mais arrêtons-nous pas là. Profitons-en comme d'une trampoline pour élargir le débat. Et là, ça va être pertinent. Mais encore une fois, les libéraux, avec la ministre Veil, s'en servent comme d'un concours de bras de fer, juste pour dire, nous mettons nos culottes, nous assumons et nous allons protéger la population. Et à brimer la liberté pour avoir plus de sécurité, on se retrouve à avoir ni un ni l'autre et c'est bien mérité. Merci. Mais sur ces belles paroles, on est déjà arrivé au bout de notre émission, messieurs. Ben voyons, je n'ai même pas encore eu le temps de faire des jokes de cul. Je suis un humoriste. Vas-y, est-ce que tu as des jokes? C'est quoi la différence? Non, c'est pas vrai. Ça allait bien, là, je vais pas tout gâcher à la fin. Non, il n'y a pas de souci, tu peux y aller. Moi aussi, j'avais prévu plein de choses, mais bon, ça passe très vite. Merci d'avoir accepté de venir à la première de l'autre son de cloche. Je vous promets que la prochaine sera encore mieux. Je vais bien me placer, il y aura d'autres invités. Le sujet, je ne le connais pas parce que ça va être le sujet d'actualité de ce moment-là. Moi, je voulais vous poser, vous demander votre avis sur quelques autres sujets d'actualité. Par exemple, la victoire en Grèce du Syriza. parti Syriza, les partis d'extrême gauche. Vite comme ça, est-ce que une bonne nouvelle pour vous ou non, Haroun? Ben, c'est sûr que dans des moments aussi instables où c'est ou l'extrême droite ou l'extrême gauche qui va prendre le tout, quand on voit les néo-nazis sur place là-bas, on est très 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 heureux que ça soit l'extrême gauche qui mette ses culottes devant la dictature du FMI. Là. Maintenant, ça va être compliqué pour eux quand même. Je suppose que Fred aussi, t'es content de ça. Oui, je suis content, mais évidemment que c'est pas comme retirer Excalibur de la roche et j'espère que les citoyens vont se joindre à la danse. Merci beaucoup, messieurs. À la semaine prochaine, au mois prochain, toujours sur Radio Choc FM pour l'autre son de cloche. On se quitte. Salut. Bye. Qui a pressé le pays dans une impasse inquiétante? Qui a tué Charlie puisque ce n'est pas Omar Haddad ni quelques barbares débarqués de Ramallah ou de Bagdad? Qui a tué Charlie? Qui sont donc les frères?